Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça tweet, ça tweet. Et voici le tweet du jour. Le tweet du jour, c'est évidemment, le tweet du jour. Non, je dirais ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, selon Thierry Breton, commissaire européen, selon Delphine Ernotte, présidente de télévision. Oui, il y a un ver dans le fruit, c'est Elon Musk qui vient de racheter Twitter, et vous voyez, ça, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On ouvre des boîtes de Pandore, mais en fait, il paraît que c'est un danger pour la démocratie. Vous allez me dire, mais quand même, c'est un peu beaucoup. Non. Par exemple, hier, Thierry Breton était invité à l'émission Questions politiques sur France Inter, France Info, Le Monde. Donc, émission politique, et on lui a parlé, effectivement, d'Elon Musk. Et voilà ce qu'il a dit, Thierry Breton. Écoutez. Mais ce que je voulais dire pour répondre donc sur Elon Musk, donc j'ai proposé à ces plateformes de procéder avant le mois de septembre, où la loi va devenir de droit, d'aller faire des audits en blanc, parce que à partir du mois de septembre, pour tous celles qui opèrent, je suis en train de créer une équipe qui est une équipe extrêmement performante, qui va faire pardon cette expression, des descentes. Quand elle estime devoir le faire, parce qu'elle voit qu'il y a des problèmes dans telle ou telle plateforme. Il y a un nouveau shérif dans la ville, c'est vous. Et donc, on va le faire. Mais comme mon objectif, c'est quoi? C'est au fond que ces plateformes, évidemment, respectent désormais notre droit européen. Donc, je leur ai proposé de faire des audits en blanc. Et figurez-vous que Elon Musk a accepté. Donc, j'irai faire un audit en blanc. Et donc, je serai en capacité de répondre plus précisément à cette question, parce que c'est l'un des points que je regarderai. Ah oui, parce que ça, ce sera fait avant, évidemment. Mais c'est pas presque un bras d'honneur, ça, de faire ça cette semaine? De faire ça, de décertifier des comptes? Ça veut dire que pour des tas de gens, le New York Times est aussi sérieux que n'importe quel véhicule de fausses informations. Mais encore une fois, il fait ce qu'il veut avant le 1er septembre. À partir du 1er septembre, comme je l'ai dit, il fera ce que nous lui demanderons de faire s'il veut continuer. Rendez-vous le 2 septembre. Il fera ce que nous lui dirons de faire. Et oui, la Commission européenne, effectivement, dit ceci, voilà. Il faudra appliquer la nouvelle législation de l'UE, entrée en vigueur en novembre, pour éliminer les zones de non-droit sur Internet. Attention, on n'est pas en banlieue avec les zones de non-droit, on n'est pas dans les territoires perdus de la République, on est dans les territoires perdus de la jungle Internet. Effectivement, Twitter, Facebook, Amazon. Attention, on est là. Si vous voulez rester en Europe, on va légiférer, on va respecter. Vous voyez, on fera des descentes, pas de descentes de police, mais des descentes d'audit en blanc, comme on dit. Alors, Charles Gave, c'est intéressant ça, parce que il dit voilà, effectivement, discours haineux, respect de la vie privée, des informations, ça doit être attaqué. Mais qui décide de quoi? J'aime bien la Constitution des États-Unis, dont l'amendement numéro 1 et le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la libre parole. Et c'est tout. Donc le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi. Premier amendement, ça. Premier amendement. Oui. Le deuxième, c'est pour garantir le premier, le citoyen aura le droit d'être armé pour tirer sur les gens qui voudraient l'empêcher de dire ce qu'il veut. Donc si vous voulez, c'est robuste, vous voyez, c'est assez... Oui. Donc, et ça n'a pas changé depuis 200 ans. Non, pourtant, Dieu sait que les gens ont essayé de l'arrêter. Alors je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est la première fois dans mon histoire personnelle que je vois la gauche dans son ensemble être favorable à la censure. C'est quelque chose... Ah oui, c'est historique. Ouais. Je sais pas, vous êtes comme moi un vieux routier. La gauche, dans l'ensemble, c'était plutôt favorable à la liberté de parole, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, enfin me semble-t-il. Et aujourd'hui, vous voyez tous ces gens hurler. Et pourquoi hurlent-ils? Parce qu'ils ne contrôlent plus ces paroles. Tant qu'ils étaient... Et comme ils contrôlaient la télévision, ils contrôlaient la radio, ils contrôlaient les maisons de presse, les maisons d'édition, ne parlaient que ceux qui avaient la bonne idée de penser comme les gens de gauche. Mais à partir du moment où ils ne contrôlent plus, ils trouvent ça insupportable. Donc c'est la première des choses que je veux dire, ces gens-là ne sont plus de gauche. Ils ont abandonné l'essentiel de la gauche, qui est le respect de l'autre dans ce qu'il a de différent. Enfin, me semble-t-il. C'est pas... Oui, ça me paraît
Assez cohérent, ça. Enfin, donc la gauche est maintenant devenue un pouvoir totalitaire, ce qui est toujours sa tentation. C'est ce que disait déjà ce brave Revel, la tentation totalitaire. C'était pas des gens à droite qui avaient la tentation. Même Orwell le disait. Et même Orwell le disait. Donc on voit très bien que la gauche, il y a toute une partie de la gauche qui serait tout à fait d'accord pour nous empêcher de parler, si on parle pas bien, de nous mettre dans un camp, quoi. Donc la droite aussi, quelque part. Hein. La droite au départ, mais il faut pas oublier que le national-socialiste fasciste, c'était des gauches au départ. Hein. Faut pas oublier ce léger détail, c'est que Benito Mussolini était le secrétaire général du Parti socialiste italien avant que... Donc, alors, oui, vous disiez, première chose, ça. Première chose, la gauche a une tentation totalitaire à laquelle elle se livre à fond. Et la deuxième, c'est quand j'étais venu vous voir il y a quelque temps, je vous avais dit que Elon Musk était le nouveau Solzhenitsyn. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait. Mais c'est celui qui avait permis à la liberté. Ça avait choqué, mais vous l'aviez expliqué. Je l'avais expliqué. J'avais dit c'est le gars qui permet à la liberté en soulevant le caillou, et en dessous du caillou vous avez plein de cafards et de salles d'insectes qui d'un seul coup sont éblouis et vous les voyez courir dans tous les sens. Bon, Thierry Breton et Madame, je sais pas quoi, je connais pas son nom. Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, si vous voulez. Sont les cafards qui sont en train de courir au soleil et qui vont se faire griller parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quelle est la réaction quand vous avez un pouvoir qui se censure? Quelle sera sa réaction? Puisque c'est un pouvoir qui a une vocation totalitaire, il va essayer de prendre le pouvoir de l'État, le monopole de la violence légitime, pour vous empêcher de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire d'être libre. Donc on voit apparaître la nature profonde de ces gens-là, qui sont des natures de contrainte. Ce brave Raoult, que j'aime beaucoup, a fait une remarque... Didier Raoult, oui, le professeur, a fait une remarque que j'ai trouvée extraordinairement intéressante. Il y a deux sortes de hiérarchie dans le monde, celle fondée sur la compétence, mettons, libre, et celle fondée sur l'obéissance. Il me l'avait dit à cette émission. Et j'avais trouvé ça remarquable. Je me suis dit, tiens, c'est une idée géniale. Et il dit, le problème de notre société, c'est que les gens qui vont dans ces hiérarchies d'obéissance grossissent au détriment des autres, qu'ils empêchent de travailler. Hein. Ben, on en a un parfait exemple. Monsieur Breton et madame, dont je ne me souviens pas le nom d'ailleurs, parce que c'est pas la peine de s'en souvenir, sont dans des hiérarchies d'obéissance. Ils obéissent depuis toujours au pouvoir, à des gens, etc. Ils n'ont jamais eu une idée originale de leur vie. Ils sont arrivés toujours en cirant les pompes de tout le monde. Et voilà, et on en a une preuve. Et ce qui est en train d'arriver vous vous souvenez, les Soviétiques n'avaient pas osé tuer Solzhenitsyn, ils l'avaient mis dans un avion pour Francfort. Oui, c'est vrai ça. Et ils sont en train d'essayer de mettre Elon Musk dans un avion pour Francfort, de l'interdire. Mais dites-moi, oui, mais en même temps, Charles Gave, on peut dire, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention aux discours haineux, à la vie privée, à la désinformation, qui sont sur les réseaux sociaux? On les poursuit après. Oui, vous voulez dire, il y a des poursuites. Pas avant, et on ne fait pas des descentes de police de la pensée. Parce que s'il y a une police de la pensée, si vous avez une police de la pensée, les seules informations qui sortiront sont celles favorables, soit au gouvernement, soit à celui qui paye l'informateur. Ce que disait Milton Friedman, dont tout le monde sait que je l'aimais beaucoup, il disait... Quand le gouvernement prend le contrôle d'une activité économique, la première des choses qu'il faut acheter, c'est les fonctionnaires. Et donc, si vous voulez, les fonctionnaires sont achetés dans le monde de la pensée aujourd'hui. C'est pas vous qui me direz le contraire. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont achetés, ils obéissent aux ordres de ceux qui les ont achetés. Ouais, y compris un peu partout dans la parole, etc. Mais comment vous expliquez effectivement qu'on aille jusqu'au point où, par exemple, je cite encore une fois, vous avez entendu Thierry Breton qui dit « il fera ce qu'on lui dit de faire ». C'est-à-dire, c'est vraiment... il peut toujours se brosser. Elon Musk n'a jamais fait ce que les autres lui disaient de faire. C'est clair que c'est. Et monsieur Thierry Breton, qui est soi-disant dans les trucs de technologie, etc., il a jamais rien fait de bien intéressant dans sa vie. Alors que Musk, il a déjà créé 4 ou 5 affaires absolument inimaginables. Donc, dans un côté, vous avez un brave garçon qui a fait de bonnes études en France, et de l'autre côté, un génie puissant, et le brave garçon donne des ordres au génie puissant. Ça, oui. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est très intéressant. Donc, Delphine Ernotte, je le rappelle, parce que vous oubliez à chaque fois le nom. Vous le faites exprès, d'ailleurs. Et alors, Delphine Ernotte dit, je reviens sur l'effrayante politique médiatique du réseau social. C'est Delphine Ernotte qui parle. Alors, effectivement, je rappelle simplement que, et d'ailleurs, il l'a retiré, ça, parce que ça allait loin. Depuis quelques semaines, Twitter avait en effet appliqué sur les comptes de grands médias des mentions controversées comme médias
médias affiliés à l'État et médias financés par des fonds gouvernementaux avant de les supprimer. Alors, Delphine dit, il est effrayant que le milliardaire Elon Musk, propriétaire du réseau social Twitter, prétend déterminer si un média est indépendant ou s'il ne l'est pas. Je rappelle que quand RT France, c'était marqué partout, Russia Today France, c'était marqué média payé par un État, donc la Russie, on n'avait pas eu de très grandes protestations. Et alors, j'adore, et elle ajoute, Delphine Ernotte toujours, mais cela pose la question de la maîtrise de notre espace informationnel. On ne peut pas laisser des acteurs américains, demain chinois, jouer ainsi aux apprentis sorciers avec nos démocraties. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit effectivement... que France Inter était payé par les impôts. Voilà. Et ce qu'on sait... C'est pas une nouvelle. Non, mais ces gens-là ont une façon assez extraordinaire de se présenter. Ils sont payés par les impôts. Mais par nos impôts. Par nos impôts, mais eux, ils sont pour le bien. Donc, ils travaillent là presque gratuitement. Ils sont là, si vous voulez... des bénévoles, quoi. Sont quasiment des bénévoles. Et qu'on vienne attaquer leur bénévolat, ça les met dans un état second. Mais... la réalité, c'est que ces gens-là sont payés par nos impôts et qu'ils donnent la parole à peu près constamment à 20% de la population et 80% n'a pas droit à la parole. Je me souviens plus, c'est... Oui, on voudrait avoir la liste, on va pas le faire des animateurs, parce qu'il y a d'excellents journalistes dans le service public, mais il y a aussi la diversité de la population française, on peut pas dire qu'elle soit vraiment respectée. De la population, je sais pas, mais en tout cas des opinions, certainement pas. Ouais. Donc, c'est encore une fois le même mécanisme qu'on trouve partout, c'est que autrefois, quand vous et moi étions jeunes, il y avait une espèce d'acceptation que l'autre pouvait avoir des opinions différentes. Mais que c'était pas pour ça que c'était un salaud. Ce que je veux dire, c'est vous dire. Oui. On n'est pas d'accord, mais... On n'est pas d'accord, on expliquait pourquoi on n'est pas d'accord, puis on allait prendre une bière ensemble, c'était pas la peine d'en faire un fromage, quoi. Aujourd'hui, les gens partout sont partis dans un registre non pas d'opinions différentes, mais de morale. C'est-à-dire, ce que je pense est bien, ce que l'autre pense c'est mauvais. Mais si ce que l'autre pense est mauvais, à ce moment-là, vous avez parfaitement le droit de le mettre dans un camp de concentration ou de l'empêcher de parler, puisque ce qui dit n'est pas acceptable. Mais qui décide ce qui n'est pas acceptable? C'est eux. Donc on se retrouve devant la base de l'excommunication dans l'Église. Vous acceptez pas la doctrine de la transsubstantiation, hop, vous êtes excommunié. Mais on vous en veut pas. Mais vous êtes... on veut dire, on remonte à Galilée, quoi, maintenant. C'est ça. Galilée, c'était ça. Mais Galilée, c'était une plaisanterie. On l'a laissé vivre chez lui tranquille. Il a continué à publier. Il lui est pas arrivé grand chose. On lui a juste dit. Et puis en plus, il y a eu on pourra en parler de Galilée parce que c'était pas si net que ça. Mais oui, ça remonte jusqu'à Galilée. Mais ce pouvoir qu'avait l'Église de mettre hors la vie, excommunié, c'était ce que ces gens-là sont arrogés. Donc, ce sont des esprits profondément religieux, et ils ne développent pas une dialectique pour essayer de convaincre les autres, ils développent un dogme auquel, si vous n'obéissez pas, vous partez en excommunication. C'est très visible, par exemple, dans tout ce qui touche, je sais pas, au réchauffement atmosphérique. Dès que vous dites un truc qui est pas dans la doxa, tout le monde vous tombe dessus en disant, pourtant il y a des gens très intelligents qui discutent. Donc, c'est extraordinaire. On arrive dans une société aujourd'hui où plus personne n'a le droit de rigoler. Mais ce qui est étonnant, Charles Gaff, c'est que maintenant ça va s'appliquer quand même. Pardon, l'Union européenne, la Commission européenne, peut décider effectivement de censurer tel ou tel ou tel. Et alors là, je trouve ça tout à fait extraordinaire parce que les pouvoirs de la Commission dans la Constitution de l'Union européenne, ce sont des pouvoirs qui lui ont été dévolus par les autres pays. Par les États. Par les États. Et elle n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été dévolus. Donc, dans les 2 dernières années, cette commission s'est emparée de pouvoirs avec lesquels elle n'avait rien à faire. C'est-à-dire, par exemple, émettre des obligations internationales, c'était interdit. Elle l'a fait. Il n'y avait pas de politique... monétaire. Il n'y avait pas de politique pour la santé, de politique de santé européenne. Elle l'a pris. Elle est à l'école faire de la diplomatie avec Macron, alors qu'elle n'a rien à voir avec Chine. Donc, on la voit qu'elle est toute cette Commission européenne c'est un coup d'État permanent où il s'arroge des pouvoirs au détriment des pays. Et si vous collez contre ça,
à ce moment-là, les chiens de garde que madame, rappelez-moi son nom. Delphine Ernotte. Delphine Ernotte. Madame Delphine Ernotte se met à hurler en disant qu'on est en train d'attaquer la démocratie et le futur de l'Europe puisqu'on empêche ce coup d'État. Donc, si vous voulez, on se dit, mais on est dans un monde de fous, quoi. C'est-à-dire, c'est l'histoire du petit gamin qui crie au loup. Vous savez, un de ces quatre, on va se retrouver avec le loup à la maison et on n'aura que ce qu'on mérite. Mais je trouve ça inouï, et je trouve ça inouï le silence des hommes politiques français. Oui. De droite et de gauche confondus. De droite personne. et de gauche. Personne ne parle de souveraineté. Ouais. Et personne ne dit, parce que Elon Musk, c'est pas pour défendre Elon Musk, il a dit récemment, il y avait une interview ou une conférence où il disait, mais vous êtes en train de perdre des espaces publicitaires. Et il dit, oui, mais la liberté d'expression, c'est beaucoup plus important. Moi, je trouve ça au poil qu'un type. Que les espaces publicitaires. Je trouve ça au poil qu'un type consacre 45 milliards de dollars juste pour défendre ses idées sur la liberté de penser. Ça, c'est un type qui, parce que peut-être il va perdre du fric avec ça. Sûrement. Et moi, je trouve ça absolument merveilleux. Alors, si on essaye de réfléchir à tout ça, on se dit, on est quand même mal barré parce que vous avez tous ces gens-là qui disent le beau, le vrai et le bien. Absolument, oui. Et quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez lu Ayn Rand, vous savez, oui, bien sûr. Vous savez, la grève ou la grève, absolument. Que je recommande à tout le monde. Vous lisez les écrits d'Ayn Rand des années 60 et 70, et elle décrivait parfaitement la marche d'une société qui était fondée sur la bienveillance. Mmh. Et plus rien ne marchait, tout s'arrêtait. Et au fond, on n'a même plus besoin de coercition, Charles Gave. Non. Puisqu'on n'a pas besoin de police. Les autres sont d'accord. Ouais. Tout le monde est d'accord. Donc on se voit entrer dans ces sociétés de bienveillance où tout s'arrête. C'est ça. Et ce que disait, il y a une phrase de Dostoïevski qui m'a laissé pantois, que j'ai lu récemment, je dois dire, c'est le monde futur sera un monde où les gens un peu intelligents sont obligés de se taire pour ne pas embarrasser les crétins. Et Dostoïevski. Et on y est en plein. On n'a plus le droit de dire des choses. Le débat, c'est quand même un endroit où vous vous mettez des grandes claques. Bien sûr. Et puis vous essayez, puis après vous dites, je t'en veux pas personnellement. Mais et ne citons pas Voltaire qui a toujours dit, je suis en désaccord profond avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez vous exprimer. Or, ceux-là, ils sont en désaccord profond avec nous, ce qui ne me gêne pas, parce que dans le fond, ils ont toujours eu tort, donc ça ne me gêne pas. Mais ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Et c'est ça que je trouve, à quel moment bascule-t-on dans un esprit de dire l'autre n'a pas droit à la parole? Parce que moi, je suis toujours d'accord pour laisser l'autre parler. Bien sûr. Et d'abord, ça me paraît évident. Donc on se retrouve dans un monde vraiment curieux, quoi. Et ce qui est la dernière chose vraiment qui est tout à fait passionnant, c'est que d'un côté, donc, je reviens là-dessus parce que c'est dans la loi, la soi-disant loi, enfin, disons la loi de la Commission, de l'Union européenne, les discours haineux, le respect de la vie privée, la désinformation. On a bien vu ce qui s'est passé, avec les dissimulations, avec le Hunter Biden, les laptops, on en a parlé avec vous. La BBC qui a raconté des saloperies sur le Covid, qui a menti sur le Covid, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Elon Musk quand il a été interviewé par la BBC. Il leur a dit, écoutez, vous êtes gentils, mais la désinformation, c'est vous qui l'avez pratiquée, j'en ai toutes les preuves. Et vous avez empêché les gens qui n'étaient pas d'accord de s'exprimer sur ces sujets-là. Et je voudrais, sur l'histoire de souveraineté, je revenir sur quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que la Commission européenne, ou des gens comme ça, sont en train de signer un accord avec l'OMS pour que l'état d'urgence sanitaire soit décrété par l'OMS en Europe. Et applicable et exécutoire. Et exécutoire par les États. Mais qui contrôle l'OMS? C'est la Chine d'un côté, puisque le type qui a mis là, c'est un pro-chinois, et de l'autre côté, c'est le propriétaire de Microsoft. C'est Bill Gates. Bill Gates. Donc c'est les deux qui contrôlent. Donc on va donner le pouvoir de déclencher, de nous mettre tous chez nous sans pouvoir bouger, à Bill Gates et à Xi. Et on va signer ça avec enthousiasme. Et Charles Gave, en fait... c'est de la folie, et personne n'en parle. Vous êtes un ennemi de la démocratie, voilà. En vérité, je parle comme nos commissaires européens. Oui, je suis un ennemi de la démocratie. Je suis un ennemi, si vous voulez, de la démocratie non représentative. Et je crois que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'il s'agisse
des radios, des télévisions, des corps politiques, etc., ne représentent plus du tout le peuple, mais plus du tout. Ils n'ont plus aucune idée de ce que c'est le peuple, la façon dont ils vivent, la façon dont ils travaillent, ce qu'ils pensent, etc., et ça les intéresse pas. C'est la première fois dans l'histoire que les élites, dans un pays autrefois chrétien, détestent le peuple. Et pour moi, ça me laisse pantois. Heureusement, il y a quelques exceptions et qui continueront. Merci Charles Gave. Mais je vous en prie.